Bonjour Damien Adam, Bonjour. vous êtes député de la première circonscription de Seine-Maritime. Absolument. Vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, dans le groupement logistique et flotte durable, on se retrouve avec des responsables de parcs automobiles pour justement pouvoir échanger sur les sujets et l'évolution du cadre législatif. Vous avez mis une proposition de loi fin 2023 qui concerne directement le verdissement des parcs automobiles, des entreprises et des collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur ce projet de loi ? Effectivement, donc en fait, il faut reparler du contexte général. Au moment de la loi d'orientation des mobilités, en 2018-2019, on avait fixé des objectifs de verdissement des grandes flottes automobiles, donc les entreprises de plus de 100 véhicules, donc ça représente à peu près 3500 entreprises à l'échelle du pays. Et ces objectifs, ils avaient été calés en 2018 avec un objectif de fin des véhicules thermiques à 2040. Et on était en 2018-2019, le marché de l'électrique n'était pas forcément ce qu'on connaît aujourd'hui, donc on peut dire que les objectifs, ils étaient très raisonnables et certainement pas forcément assez ambitieux à l'époque, mais qui correspondaient bien au périmètre politique et d'acceptabilité de l'époque. Ensuite, avec la loi climat et résilience en 2020-2021, on a rehaussé certains seuils. Et moi, j'avais moi-même proposé des objectifs assez ambitieux qui se rapprochent assez facilement de ma proposition de loi, mais qui n'avaient pas forcément été adoptés. Mais on avait quand même rehaussé un peu les objectifs pour les flottes publiques et aussi pour les entreprises. Mais force est de constater qu'on n'était toujours pas exactement dans l'épure de ce qu'allait devenir le marché électrique. Et s'ajoute à ça le fait qu'on n'avait pas mis de sanctions à l'égard des entreprises qui ne respecteraient pas ces objectifs, parce qu'on se laissait les premières années pour permettre au monde économique de pouvoir s'adapter et mettre en place les éléments qui permettent de respecter ces obligations. Et donc j'arrive avec cette proposition de loi pour rehausser les objectifs, avec un objectif très clair, c'est qu'on puisse donner, au-delà de l'interdiction en 2035 des véhicules thermiques qui est déjà dans la loi européenne et française, une trajectoire pour les flottes d'entreprises d'ici à 2032 d'augmentation de la part des véhicules électriques dans la part des véhicules achetés par chaque entreprise. Donc l'idée, c'est de partir de 20% en 2024, qui correspond grosso modo à la part de marché du véhicule électrique dans les ventes aujourd'hui. Si on regarde novembre ou décembre 2023, on a tout marché confondu, donc également particulier entreprise, on a cette part de marché du véhicule 100% électrique. Donc l'idée, c'est de partir de cette moyenne pour 2024 et après d'augmenter de 10% par an l'objectif de verdissement des flottes pour atteindre 95% en 2032 et ainsi 3 ans avant l'interdiction définitive des véhicules thermiques sur le territoire européen et national. Et donc, ça, c'est l'article 1 de ma proposition de loi. Je permets également, dans cette proposition de loi, de faire en sorte qu'on puisse renforcer l'information de tout un chacun sur le taux de verdissement des entreprises et donc de mettre en place pour toutes les entreprises qui sont soumises à la directive CSRD, mais en gros à tout ce qui est communication extra-financière, donc c'est les plus grandes entreprises de notre pays, de mettre dans leur communication extra-financière le taux de verdissement de la flotte pour qu'on puisse le piloter et pour que puisse avoir l'information en toute transparence. Donc ça, c'est un des articles de la loi. Et ensuite, je mets en œuvre une mesure de sanction pour non-respect de ces obligations. Alors là, qui peut être jusqu'à 1% du chiffre d'affaires éventuellement en cas de non-respect de la réglementation. Mais il est évident que c'est un montant maximal et qu'ensuite, ce sera la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, qui, si elle devait mettre en place des sanctions, mais ce n'est pas notre volonté. Notre volonté, c'est que les entreprises, évidemment, respectent la réglementation. Mais s'il devait y en avoir, et qu'on puisse mettre des sanctions, et après, évidemment, ce serait adapté à la situation de chaque entreprise, mais sans dépasser 1% du chiffre d'affaires au maximum. Et dernier article de cette proposition de loi, je permets également à l'État d'exclure de tous les marchés publics les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations de verdissement. Voilà, c'est un élément complémentaire qui me semble être un élément de cohérence. On demande de l'exemplarité aux entreprises. On a demandé dernièrement aux entreprises qui ont une démarche environnementale vertueuse d'avoir des accès plus facilités à la commande publique dans la loi Industrie verte. Et donc ça me semblait cohérent de faire en sorte que, de la même manière, les entreprises qui ne seraient pas vertueuses on les empêche. Ne seraient pas aussi valorisées que cela dans la commande publique, le tout restant évidemment à l'appréciation du commandeur public en fonction de ce qu'il a besoin et de ce qu'il veut faire. Voilà, en gros, les résumés, les principaux éléments de la proposition de loi. Pourquoi on le fait après ? Pourquoi le sujet du verdissement des flottes d'entreprise est très important ? Déjà, parce que ça représente près d'une voiture sur deux neuve vendue dans notre pays.
et qu'ensuite on sait que la moyenne de possession des véhicules des entreprises, c'est autour de 48 mois. Alors, les choses évoluent très vite, mais c'est en moyenne au bout de 48 mois. Et qu'ainsi, 2 ans après l'acquisition du véhicule par l'entreprise ou sa location, le véhicule se retrouve sur le marché secondaire. Et on a un énorme enjeu pour rendre le véhicule accessible au plus grand nombre, d'alimenter ce marché de l'occasion pour que les ménages les plus précaires puissent en bénéficier, de la même manière qu'on a développé le leasing social qui marche très bien et on est déjà... saturé. Pas saturé, mais disons qu'on a atteint les objectifs initiaux qu'on s'était fixés de 25 000 Donc véhicules. les particuliers ont envie d'y passer, un véhicule électrique. Je pense que... moi, j'ai jamais douté du fait que les particuliers avaient envie d'y passer, mais effectivement, ils n'avaient pas toujours... pour différentes raisons. Un, les moyens financiers, parce qu'un véhicule électrique, ça reste plus cher aujourd'hui qu'un véhicule thermique. On sait qu'à horizon 2027-2028, selon les études, ça devrait être paritaire, mais à ce stade, c'est pas complètement le cas, et ça va être facilité par des nouvelles offres qui arrivent, notamment la R5 de Renault qui arrive à 25 000 €, puis demain la nouvelle Twingo électrique qui arrivera en dessous des 20 000 €. On va toucher des prix qui n'existaient pas en véhicule électrique, et après, il y a tous les sujets également de recharge, d'accompagnement du changement sur les particularités du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. Et ça, je pense qu'autour de la table, vous savez tous bien de quoi il s'agit. Voilà, on a besoin d'accompagner tout le monde dans ce changement. C'est sûr qu'on ne peut pas remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique du jour au lendemain. Il y a un peu d'apprentissage à faire. C'est un écosystème aussi qu'on change. Exactement, c'est les réflexes en fait qu'on change, mais de la même manière que quand on a un véhicule thermique, il faut savoir qu'il faut faire attention à sa batterie parce que l'hiver, la batterie, elle peut être capoute, qu'il faut entretenir son véhicule parce qu'on peut avoir des problématiques d'huile, etc. Enfin, c'est des réflexes qui nous paraissent tellement intuitifs pour un véhicule thermique parce qu'on les a acquis dès le départ et que là, on va devoir les apprendre au fur et à mesure avec le véhicule électrique. Et qu'il y a quelques éléments qui changent, mais honnêtement, il y a très peu de personnes qui, quand ils passent à l'électrique, ils reviennent en arrière. Ça arrive quand on a des véhicules qui ne sont pas du tout adaptés, mais en général, c'est parce que les personnes n'ont fait pas les bons choix dès le départ, et notamment ils n'ont pas misé sur le Made in France ou le Made in Europe. Mais quand c'est le cas, en général, les gens sont plutôt satisfaits. Donc, Alors ça, les responsables de parcs qui sont autour de la table, je pense, sont d'accord avec ce constat, c'est qu'une fois qu'on passe à l'électrique, quand ça a été fait intelligemment dans les bonnes conditions, avec le bon choix de véhicule, on revient très rarement en arrière. Une de mes questions là-dessus quand même, c'est sur la partie justement, on a dit l'adoption par les particuliers. C'est un des gros problèmes que rencontrent les responsables de parcs automobiles aujourd'hui en France, c'est qu'on est bien d'accord. Une voiture sur deux, grosso modo, qui est vendue en France neuve, l'est auprès d'un parc entreprise. Et donc, il y a un moyen, un levier énorme pour justement verdir la flotte nationale, de passer par les entreprises et par les collectivités. Toujours est-il, même avec la meilleure volonté du monde, quand les responsables de parc essayent de pousser ça en interne, parfois ils se retrouvent face à des collaborateurs qui n'ont pas forcément envie, qui veulent attendre que les autres y passent, etc. Et puis chacun attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Comment on peut avoir aussi des solutions pour encourager les salariés en interne, les collaborateurs, que ce soit des entreprises ou des collectivités, de se dire ok, moi aussi sur mon véhicule de fonction, je veux passer à l'électrique. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec l'évolution de la part de marché des véhicules électriques, pas uniquement pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Là, on a, je vous dis, des nouvelles offres de véhicules électriques qui arrivent sur le marché, qui atteignent des prix jamais vus, qui permettent de faciliter le passage à l'électrique. Il y a quelques années, il y a beaucoup de citoyens qui disaient de toute façon, l'électrique, c'est un truc pour les riches et les plus aisés, c'est jamais pour moi. Après, il y a la Dacia Spring qui est arrivée, il y a la MG4 aussi qui est arrivée. Bon, c'est 2 véhicules chinois, j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Et qui ont permis de débloquer des choses. Parce qu'après, les citoyens, même si c'est pas comme une entreprise qui regarde ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, le fait est que les citoyens regardent quand même ce que ça leur coûte aujourd'hui d'avoir un véhicule thermique et ce que ça pourrait donner d'avoir un véhicule électrique. Et si, à la fin, l'équation électrique devient raisonnable ou dans l'épure, ils se disent je peux y passer et j'y vais. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'appréhensions qui sont des fausses appréhensions, et à partir du moment où il y a l'offre de véhicules qui arrive, ça tombe complètement parce que les gens passent sans aucune difficulté à l'électrique. Moi, j'ai l'exemple dans ma famille de mon père, il était très anti-électrique. Il dit alors peut-être éventuellement un hybride rechargeable parce que c'est plus simple et je pourrais partir en vacances, etc. Aujourd'hui, il a complètement quitté ça parce qu'il voit des véhicules attractifs, intéressants qui arrivent et qui sont à des prix qui sont évidemment raisonnables. Donc ça, c'est la première dimension. Je pense que ça va, plus la part de marché des véhicules électriques va se développer, plus ce sera plus simple pour tous les acteurs de pouvoir pousser l'électrique auprès de
leur clientèle quand on est des loueurs de véhicules ou à travers leurs salariés quand on est une gestionnaire de flotte. Ça, c'est la première dimension. Ensuite, on a encore des éléments réglementaires à corriger, à adapter, à améliorer. On a quand même fait beaucoup, notamment sur les infrastructures de recharge. On est le pays d'Europe le plus avancé en termes d'infrastructures de charge publique. En tout cas sur l'espace public. Enfin, faut se souvenir qu'il y a 2 ans, il n'y avait aucune autoroute qui avait des grandes stations de recharge. Aujourd'hui, toutes les aires de service des autoroutes françaises sont équipées en bornes de recharge, avec minimum 4 à 6 bornes et qui vont jusqu'à 150, 200, 250 kW. Ça va être exponentiel en plus. En tout cas, aujourd'hui, on a atteint le niveau minimal pour permettre que sur les déplacements en plein été, entre le 15 août et le 14 juillet et le 15 août, au moment des chassés-croisés, qu'il n'y a pas de problématique. Il y a eu une station, qui est la station de Montélimar, dans laquelle il y a eu des difficultés, mais ça, c'est un peu un grand classique du chassés-croisés de l'été. C'est une station qui est entre Paris et Lyon et qui est assez compliquée, mais voilà, on va renforcer les infrastructures et toutes les stations vont renforcer au fur et à mesure les infrastructures au moment où le nombre de véhicules dans notre pays va progresser. On est aujourd'hui à 1 million de véhicules électriques qui sont sur le marché, sur 38 millions de véhicules à peu près, et on espère passer à 8 millions de véhicules d'ici 2035. Donc on voit bien qu'il va y avoir une hausse énorme en une dizaine d'années, le tout en étant en capacité pour nos systèmes électriques de faire face et de pouvoir recharger, parce que ça c'est aussi parmi les fake news qui circulent pas mal sur les véhicules électriques. Il y a le sujet des métaux rares, il y a le sujet du recyclage, il y a le sujet de la recharge et il y a le sujet de la capacité de notre système électrique à faire face, mais soyez rassurés, il n'y a aucune difficulté. En 2035, on pense que le véhicule électrique, sa recharge, ça pèsera moins de 5% du total de la consommation d'électricité, mais avec le pilotage via les véhicules, via les bornes et les modifications de tarification entre les heures creuses et les heures pleines, on va pouvoir intégrer ça tout à fait convenablement dans notre réseau, d'autant plus que demain, on aura des véhicules qui pourront redonner de l'électricité au réseau en période de pic, et certains citoyens qui pourront être rémunérés en remettant sur le réseau de l'électricité qui sont stockées dans leurs véhicules. Ouais, voilà, dont d'ailleurs la R5 dont vous parliez tout à l'heure. Elle sera effectivement technologiquement compatible. Après, il y a là aussi beaucoup d'accompagnement du changement à faire. Il faut aussi que le réseau soit prêt. Mais on pense que notamment pour les véhicules des flottes d'entreprise, ça peut avoir beaucoup de sens, parce que les véhicules sont plutôt utilisés en journée. Ils sont plutôt mis sur une borne en fin de journée, au moment où on commence à avoir le pic, parce que c'est à partir de 18h jusqu'à 21h, globalement le pic de consommation qui est le gros pic. Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on va expérimenter, tester, et dont on pense qu'elles seront très utiles. Avec un gros encouragement sur les heures creuses aussi. Ça, c'est évident qu'on a l'avantage en France d'avoir un réseau électrique qui est dimensionné pour faire face au pic hivernal où on a beaucoup de chauffage électrique. Et du coup, une grande partie de l'année, on n'a pas besoin de toute cette électricité, donc on peut l'utiliser pour plein d'autres usages, pour faire de l'hydrogène ou pour recharger nos véhicules électriques. Et donc effectivement, on a des capacités de pouvoir piloter ça et ainsi éviter d'avoir des trop grandes hausses au moment du pic de consommation quand il fait froid. Alors, les entreprises, aujourd'hui, avec cette proposition de loi, l'idée était qu'au 1er janvier 2024, il y ait 20% d'électrification des flottes. En termes d'investissement de manière générale, l'une des complexités pour les responsables achats, les responsables de parc automobile d'entreprise, etc., c'est de se dire, j'ai investi sur, par exemple, de l'hybride rechargeable il y a 2 ans, puisque je ne pensais pas que c'était possible sur du 100% électrique et je n'avais pas forcément cette contrainte à l'époque. Mon investissement, il est amortissable sur un certain nombre d'années. Il y avait également la problématique des ZFE. Or, j'ai pas mal de parcs utilitaires et j'avais besoin absolument de pouvoir faire rentrer des utilitaires en ville, etc. Mais finalement, les ZFE, on nous dit que c'est un petit peu décalé en termes d'application. En fait, comment on réussit aujourd'hui, pour un responsable de parc automobile, à investir intelligemment et à faire en sorte de s'y retrouver et de pouvoir piloter en fait son investissement sur le moyen et long terme? Alors, c'est pas tellement au 1er janvier 2024 que sur les 2024 qu'on regarde le pourcentage de verdissement. D'accord. Et après, c'est pas sur le stock, mais c'est vraiment uniquement sur les achats et locations. D'accord. Nouveaux achats. Donc voilà, on ne regarde pas forcément le stock de la flotte, mais vraiment le pourcentage d'acquisition ou de location sur l'année en cours. Ce qui est plus simple pour faire le pilotage, parce qu'évidemment, vous pouvez avoir 20% de vos véhicules qui sont acquis sur une année, mais vous n'avez pas forcément 20% de votre parc qui est déjà électrifié en 100% électrique, parce qu'effectivement, ces dernières années, et c'était une nécessité industrielle, on a beaucoup développé l'hybride rechargeable pour permettre à nos constructeurs automobiles de faire le passage du tout thermique
vers cette électrification. Et aujourd'hui, pour les usines qui sont en Europe et notamment en France, ils sont vraiment toutes les usines destinées à passer en 100% électrique sur la fabrication. Et ça, nous, industriellement, avec l'accompagnement financier de la filière automobile, on a beaucoup misé sur justement la mise à jour des usines pour faire du 100% électrique parce que ça correspond à notre philosophie et à notre visibilité. Il a toujours été prévu qu'en 2035, les véhicules hybrides rechargeables seraient complètement écartés et ne seraient plus commercialisés. Donc ça a toujours été depuis le début, l'hybride rechargeable, une technologie de transition de 2015 à 2025, mais d'ici quelques mois et quelques années, très peu de constructeurs proposeront des véhicules hybrides rechargeables et seront passés complètement au full électrique pour les marques européennes. Il y a un point que je n'ai pas abordé et qui est important dans ma proposition de loi, parce que je suis en train de la mettre à jour avec une deuxième écriture et quelques modifications suite au premier retour que j'ai avec les dizaines et dizaines d'échanges que j'ai pu avoir avec les acteurs. C'est sur le véhicule utilitaire léger. Parce que ça, c'est un élément qui est très important. On parlait avant que vous arriviez. Et ça me paraît effectivement important parce que ils étaient intégrés dans les pourcentages de verdissement jusqu'à maintenant, mais avec des pourcentages qui étaient suffisamment raisonnables pour ne pas poser de difficultés. Mais à partir du moment où on va vers le 95% avant 2035, ça peut poser des enjeux en fonction de la structuration de l'entreprise et de sa typologie de flotte, d'avoir des pourcentages de verdissement qui sont beaucoup plus ambitieux. Parce qu'en face, on n'a pas toujours l'offre de véhicules qui correspond aux besoins des entreprises, que ce soit en termes de kilométrage, en termes de volume de chargement. Et donc, pour tenir compte de ça, je donne de la flexibilité dans ma loi par rapport à la première rédaction et je permets de manière réglementaire par le gouvernement de pouvoir dire quels sont, dans la catégorie des véhicules utilitaires légers, ceux qui rentreront dans la typologie du calcul. L'idée étant qu'on commence évidemment de manière raisonnable dans les prochaines années et qu'au fur et à mesure que les constructeurs développent des véhicules qui sont de plus en plus capacitaires et qui répondent le mieux aux problématiques des entreprises, on puisse ainsi augmenter le nombre de véhicules qui sont considérés. Alors, ça peut paraître un peu compliqué et complexe à gérer au quotidien, mais je vous assure qu'on va essayer de faire quelque chose le plus simple possible par rapport au tonnage ou ce genre de choses pour sans cesse augmenter entre guillemets le tonnage qui serait intégré dans la catégorie des VUL. Voilà, l'idée c'est de pouvoir commencer petit et de se dire moi je suis intimement persuadé qu'en 2035 on aura une offre de véhicules utilitaires légers qui correspondra à 100% des typologies des besoins des entreprises. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est peut-être encore un peu tôt pour intégrer 100% des VUL dans les pourcentages de flotte. Donc voilà, on se laisse cette flexibilité-là pour permettre plus facilement l'acceptabilité de la proposition de loi. Et parce que, encore une fois, moi, ma volonté, c'est pas de générer de la recette fiscale par des sanctions supplémentaires données aux entreprises, c'est vraiment qu'on puisse tous accélérer sur le verdissement, parce que derrière, moi en tant que parlementaire, j'ai un besoin que mes citoyens précaires, ils aient accès à des véhicules électriques, parce que c'est quand même un non-sens que les citoyens qui ont le moins de moyens financiers ne puissent pas accéder à des véhicules qui leur coûtent le moins cher au quotidien. Parce que c'est quand même ça le véhicule électrique. Oui, le fameux TCO dont vous parliez tout à l'heure. Ça coûte plus cher à l'achat, mais après au quotidien ça vous coûte beaucoup moins cher. C'est et vrai. en plus, mais c'est encore un peu tôt pour le définir, mais on est intimement persuadé que le véhicule électrique durera beaucoup plus longtemps que le véhicule thermique. Quitte à changer certaines pièces, mais globalement, puisqu'il y a beaucoup moins de pièces mécaniques, on peut imaginer que le véhicule électrique dure très longtemps. Et aujourd'hui, on a des exemples de véhicules électriques qui ont fait plus de 1 million de kilomètres. Alors, ils n'ont pas fait 1 million de kilomètres avec tous les éléments de départ, mais on a changé la batterie au bout de peut-être 500 ou 600 000 kilomètres. Mais voilà, on sait que c'est des choses qui peuvent être possibles. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc aujourd'hui, on a cette difficulté. Et effectivement, il y a on va dire le paysage des ZFE. Moi, je suis élu dans une ZFE, la ZFE de la métropole de Rouen, qui, comme beaucoup de territoires au début, quand on a créé les ZFE, ils étaient très ambitieux. Ils disaient, nous, on va être les premiers, on va avoir les calendriers les plus durs, et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être formidable. Et puis en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure que c'est compliqué, qu'il n'y a pas forcément l'offre, que les citoyens s'en plaignent, que les entreprises, on leur met des obligations, mais on leur met pas forcément les aides en face pour qu'elles puissent avoir des solutions. Et donc tous les territoires reculent les uns après les autres parce que nous, on a décidé depuis le départ, et ça c'est un peu atypique dans la réglementation française, c'est-à-dire qu'on a défini une logique nationale, c'est-à-dire la création des ZFE, et après on a donné le calendrier, les interdictions et les exceptions, et les aides financières à l'échelle locale. Donc on leur dit, nous on vous donne un outil, vous vous en saisissez et après vous vous adaptez en fonction des réalités du territoire.
parce que ça nous semblait être la meilleure manière de faire les choses, parce que chaque territoire est différent, la typologie, etc. Sauf que cette différenciation, qui est quelque chose que tout le monde appelle de leur vœu, si vous écoutez n'importe quel élu, notamment dans l'opposition, vous disent il faut différencier, il faut décentraliser, il faut déconcentrer, il faut que l'État arrête de s'embêter, c'est à nous de décider. Donc là, on leur a donné cette capacité. Et se forcer de constater que c'est très compliqué parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas. Et qu'effectivement, ils avaient des calendriers très durs sur l'interdiction d'éliminer le critère. Et qu'aujourd'hui, le calendrier il se détend parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un peu irréaliste. Et finalement, il n'y a que la métropole de Grand Paris qui est la plus avancée. Notamment en ayant déjà interdit les critères 4 et les critères 3, je crois. Et qui s'est très bien équipé sur la partie réseau de borne de recharge, etc. aussi très tôt. Mais qui était aussi un territoire atypique dans le sens où on a quand même un réseau de transport en commun qui est extrêmement développé et qui permet de faire face. Et en tout cas, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de polémiques en région parisienne au moment où a été mise en œuvre cette réglementation des ZFE que ce qu'on a vu en province quand on a commencé à entendre parler des calendriers locaux. Mais bon, on n'est pas là pour parler des ZFE, mais voilà, c'est un sujet qui est évidemment très intéressant, mais voilà, juste, en tout cas, on a besoin pour accompagner ces ZFE d'avoir une offre qui correspond à tous les publics, et aujourd'hui, force est de constater que c'était pas forcément le cas. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ce leasing social, effectivement, qui marche du tonnerre. Mais si on est limité par les capacités de production des constructeurs, parce qu'encore une fois, on est en période de transition, et en fin d'année, on aura beaucoup plus d'offres que ce qu'on a en début d'année, parce qu'on aura des véhicules qui vont sortir et qui seront beaucoup plus bas en termes de tarifs. Parce que là, vraiment, on a le prix moyen de vente d'un véhicule électrique qui sont en chute très très fort. Et là, vous avez peut-être vu toutes les annonces qu'ont fait en début d'année 2024 les constructeurs, que ce soit Renault, Volkswagen, Tesla, ils ont tous baissé leur prix de 3 à 4 000 euros. Donc on voit bien qu'il y a un challenge sur le marché qui fait que chacun essaye de se battre pour des parts de marché et pour attirer le plus de clients possible. Très clair. Merci beaucoup Damien Adam.